avez sûrement reconnu. Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct de Paris. Francis Weber, Philippe Lachaud, Jean Weber, cherchez l'erreur, deux spécialistes de la comédie et un podcasteur, mais un podcasteur heureux et fier d'accueillir un nouveau cinébody dans l'émission pour parler d'un film qui est devenu aujourd'hui un classique, Le Dîner de cons, 1998, écrit et réalisé par mon vieux. Alors, Philippe, te voilà pris en sandwich entre le père et le fils. Espérons que tu n'attrapes pas une maladie weberienne. Et aujourd'hui, je vais faire enfin ce que mes auditeurs attendent depuis si longtemps, me taire. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Moi, je voudrais d'abord savoir la première fois que tu as vu Le Dîner de cons. Alors, avant ça, j'aimerais faire une petite intro. Ah oui. Parce que je vis un moment important pour moi. C'est-à-dire que si je suis là, si je fais ce métier, si j'ai fait des comédies dans ma vie, c'est grâce à Francis Weber. C'est-à-dire que j'ai un souvenir très précis de mon enfance, de mes parents en train de rire sur leur canapé devant la chèvre. Et je me souviens, mais c'est fou, hein. Je me souviens ce moment précis, j'avais la sensation de voir mes parents heureux, rire aux éclats. Et j'ai trouvé ça formidable ce que faisait donc Pierre Richard Depardieu, l'effet qu'il pouvait avoir sur mes parents. Et je me suis dit, mais comme une révélation, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je vais essayer de procurer la même chose aux gens. Ça va, Rémi? Quel âge avais-tu, excuse-moi? Je sais plus, je devais avoir la dizaine, peut-être avant. Non, j'avais moins de 10 ans même, je crois. Et pour dire, hein, c'est-à-dire que mon premier film, moi, ça s'appelle Babysitting. Et au générique de Babysitting, je remercie Francis Weber. Je marque merci à Francis Weber pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Waouh! Tu savais ça, papa? C'est merveilleux. Ouais, c'est extraordinaire. Écoute, d'abord, tu peux pas savoir, tu fais ma journée, comme on dit en anglais, tu vois. Moi, Et puis, je te demanderais un peu si ça t'ennuie pas 10% de tout ce que tu fais. Non, mais enfin, c'est formidable d'entendre ça, écoute. Une belle histoire. Parce ouais. que tu es un auteur à succès. Si quelqu'un me disait ça et ne faisait pas de cinéma, je me dirais, bon, toi, tu en fais véritablement bien. Donc, ça fait du bien, quoi. Non, mais ça me rappelle effectivement, je disais à Philippe, hors micro, que Clint Eastwood a dédié son film Unforgiven, Impitoyable, à Sergio Leone et Don Siegel. Donc, c'était aussi des maîtres qui lui avaient donné envie de faire du cinéma, donc ça rappelle un peu ton histoire. Et pour revenir un petit peu juste au Dîner de cons, donc tu te rappelles la première fois que tu l'as vu en salle, la première fois que tu l'as vu? J'ai un souvenir aussi très précis. Ah, cool. Entre copains, dans une salle de cinéma bondée à Parly 2, au Chesnay. Je viens de là-bas, dans les Yvelines. Le souvenir marquant que j'ai, en fait, il y a deux films que j'ai vus sur lesquels le public avait réagi de la même façon. En fait, les gens riaient tellement qu'on n'entendait plus les dialogues. Oh, le con! Oh, le con! Il est con, hein. Et ça aussi, ça me fascinait. Et je me dis, mais quel pouvoir comique il faut avoir pour faire que les gens n'entendent même plus les répliques à venir. Et ça m'avait fait ça donc dans deux films complètement différents, mais qui sont deux univers avec lesquels moi j'ai grandi et qui La liste de Schindler et... Non, mais qui m'ont influencé et inspiré du coup. Et c'était donc Le Dîner de cons et Marie à tout prix. Donc deux styles qui n'ont rien à voir, mais avec des explosions de rire extrêmement fortes. Donc je m'en souviens très très bien. C'est fantastique. Alors, c'est drôle parce que j'allais te parler de Marie à tout prix à propos de ton cinéma. Parce que c'est... Les frères Farelli ont un talent fou, en tout cas dans Marie à tout prix, tu vois. Et je retrouve ça dans ton cinéma. Et c'est une chose que je n'ai pas faite, moi, parce que moi, je suis plus appuyé sur des gens comme Billy Wilder, comme Lou Beach. Et toi, tu as... c'est la jeunesse du cinéma, ça aussi. Oui, j'aime beaucoup, moi, tu justement. Tu as des trucs dedans, moi, je n'aurais jamais osé les faire. Et ça déclenche le rire immanquablement, tu vois. Et c'est ce que... En tout cas, c'est vrai que quand on écrit, parce que moi, j'écris pas seul, à la différence de toi... c'est ce qu'on cherche en fait, on cherche les explosions de rire parce que c'est là où moi j'ai les frissons et c'est ce que j'aime, c'est pour ça qu'on aime faire ça, c'est vraiment d'entendre, donc on recherche ça et c'est vrai que des fois ça passe par le petit côté un peu transgressif, qui est le petit truc en plus qui va déclencher un rire. C'est vrai que qu'on a parlé de Marie à tout prix, moi j'ai trouvé
Le moment où il se masturbe, il met les cheveux sur la tête de Cameron Diaz, on peut pas dire que c'est complètement à montrer au pape, tu vois, par exemple. Non, moi j'aime beaucoup aussi quand il se prend les couilles dans sa braguette. On retrouve aussi une agression aux testicules. La cabine des Marx, tout à coup, dans ses waters, tu vois. Il y a une quantité de gens qui donnent des conseils sur la braguette et sur les couilles qui est fantastique. C'est vrai, et Ben Stiller se joue lui-même enfant, ce qui est toujours très drôle, je trouve, quand t'as un mec vieux qui joue un enfant. Mais tout ça, ça prouve bien qu'il y a deux styles de cinéma. Mais une chose qu'il y a entre nous, et ça j'en suis sûr, c'est ton sens de la construction. Et ça, c'est une chose effroyable. Parce que je disais dans mes mémoires que construire un film, c'est essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore tes personnages vraiment, etc. Mais tu te dis, pour ne pas réécrire 3 à 4 fois les mêmes scènes parce que j'ai pris un mauvais chemin, essayons de faire une espèce de structure, tu vois. Et c'est géométrique, c'est terrible à faire. Est-ce que tu as les mêmes scrupules avant de commencer un film? C'est-à-dire, est-ce que tu essaies de voir jusqu'où tu vas aller et comment? Bah, en fait, ce qui est intéressant, et je voulais aussi te poser des questions dans ce sens-là, non, parce que c'est vrai que moi, j'essaie souvent de partir d'un pitch, on va dire, d'une idée que je trouve forte, après essayer de la développer. Mais c'est vrai que, alors, j'ai cru comprendre que toi, tu écrivais dans l'ordre. Et est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, parce que moi, la fin est tellement importante. C'est pour ça que j'ai choisi Le Dîner de con, parce que évidemment, il y a plein de films dont je suis fan, mais pour moi, Le Dîner de con est le plus parfait dans sa structure, de sa construction, parce que je trouve qu'il suit un espèce d'effet de crescendo, où en fait, ça monte en puissance. Le film monte en puissance jusqu'à une explosion de fin et une conclusion que je trouve parfaite. Mais quel con! Et c'est vrai que des fois, pour me rassurer, donc j'ai le pitch, mais des fois, j'essaie de commencer un peu par la fin, pour me dire ce serait quoi le feu d'artifice incroyable. Johnny disait un bon concert, c'est un bon début, une bonne fin. Le milieu, tu remplis. Bon, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faille faire, mais des fois, ça me rassure de me dire, d'essayer de trouver la fin, des fois, avant le reste. Je suis pas sûr que ce soit une bonne technique, mais j'ai cru comprendre que toi, tu écrivais toujours dans l'ordre. Oui, mais seulement ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est ce que disait, je crois, Hitchcock. Il disait, si vous avez un personnage qui survient comme ça dans le film, il faut qu'il soit déjà en première partie. Pas sa présence, mais qu'on en parle, tu vois. Parce que tu peux pas avoir un type qui débarque comme ça et on se dit, oui, c'est parce qu'ils ont perdu le souffle. Ils ont ramené ce mec ensuite. Tu vois, il est quasiment incongru. Donc, ce que tu dis, c'est que si tu as la fin et le début, c'est beaucoup plus simple, effectivement, tu vois. Et papa, c'est pas Billy Wilder qui disait le 3e acte est contenu dans le premier acte aussi? C'est à peu près ce que je dis. C'est ça, voilà. Ouais. Mais moins bien que toi. C'est un métier. Il y avait aussi Tristan Bernard, qui était mon grand-oncle, qui disait dans toutes les pièces de débutants, il y a un acte de trop, c'est le premier acte, qui est l'exposition. Toi, l'exposition est rapide, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, tu vois. Et puis, il y a cette vitesse, tu vois, l'exécution est rapide aussi. Et tu as les éclats de rire, parce que moi, parce que j'ai révisé un peu avant de venir, et j'ai vu le premier Alibi, tu vois. Et il y a des moments, on était installés, Jean et moi, et tout à coup, on se met à se marrer. Et quand on est deux dans une salle, c'est-à-dire chez moi, tu vois, c'est ce que m'avait dit Labro, qui est allé voir Le Dîner de con tout seul dans la salle de chez Gaumont, c'est la salle de projection de Gaumont. Il m'a dit, pour rire tout seul à un film, c'est pas facile. Et c'est vrai. Ah bah, c'est terrible, c'est pour ça que les projets presse, c'est l'enfer. C'est l'enfer, parce que le rire, c'est comme un spectacle comique. C'est plus il y a de personnes, plus c'est communicatif, plus tu as envie de rire, et plus c'est sûr que c'est... Oui, c'est terrible. Et moi, il m'est arrivé une histoire qui ne m'est jamais arrivée, et pourtant j'ai fait des films comiques, tu vois. C'est qu'à l'époque, quand le film sortait, il y avait des secrétaires au-dessus de l'ambassade, le cinéma qui a malheureusement disparu, qui téléphonaient en province un peu partout pour les chiffres. Et le Pogam, qui travaillait chez Gaumont à l'époque, me dit « Il faut que tu descendes dans la salle ». Et je n'avais jamais vu le film que dans des projections privées qui sont une punition souvent. Parce que tu invites des gens qui ne payent pas, qui souvent te jalousent et qui se retiennent quasiment de rire par moment. Alors peut-être que je suis parano. Enfin, toujours il descend avec moi. Alors je descends avec lui et c'est la première fois que je vois des gens rire en tapant des pieds. Et ça fait un drôle d'effet. Tu entendais ce tom comme ça, tu vois. Et je me disais, parce que tu ne sais, moi, en tout cas, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, mais je ne sais jamais si ce que je fais est vraiment drôle.
En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est une science complètement inexacte, l'humour. Oui. C'est-à-dire que de l'idée jusqu'à la projection sur un écran, il y a tellement d'étapes que tant que ça passe pas devant un public, on n'a pas le verdict, en fait. Ouais. Entrez, Charles. On vous attend. Et la comédie, c'est le seul genre où tu as le verdict tout de suite, si ça plaît aux gens ou pas, c'est que c'est sonore. Rire. L'horreur aussi, si ça fait pas L'horreur, peur. éventuellement. Mais c'est vrai. Le drame que j'ai, moi, et que tu n'as pas, parce que j'ai vu ta femme au cinéma, tu vois. D'abord, bravo. Elle joue bien en plus. Elle joue bien. Et fais-lui tous mes compliments, tu vois. Mais moi, ma femme, qui est une femme merveilleuse, hein, vraiment, je ne peux pas dire le contraire parce que je lui en ai fait voir. Mais ma femme, donc, ne rit pas. Est-ce que tu te rends compte? Je lui lis une scène, elle écoute ça comme un joueur de poker, tout ça, tu sais. Comme si j'essayais de lui faire prendre son brelan avec une... Alors, je lui dis un jour, Françoise, tu peux monter une seconde parce que je voudrais te lire un truc. J'ai eu beaucoup de mal dans Les Fugitifs en essayant de faire soigner Depardieu par un médecin clandestin et c'est pas drôle. Alors, je veux mettre un vétérinaire. Elle dit oui, comme ça, toujours avec ce visage impassible. Alors, elle monte dans mon bureau et je commence à lui lire. Monsieur Martin? Et il y a Carmé qui est sénile dans la scène qui dit simplement... Je suis pas médecin, Georges. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle? Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant. Il dit, il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant. Et à ce moment-là, il disjoncte. Et Françoise me dit, tu peux pas écrire ça. Elle me dit, c'est atroce. Tu te rends compte? Et juste pour revenir aussi sur le premier acte, qui est, pour ceux qui nous écoutent, qui Bien écrivent sûr. ou qui aimeraient écrire, Bien sûr. c'est vrai que la difficulté du premier acte, c'est l'exposition. Ah oui. Un dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Les cons ne savent pas bien sûr pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est très drôle. Et souvent, ce qui marche dans la comédie, c'est tout ce qu'on met en place dans cette exposition qui après va amener des situations complètement dingues par la suite. Monsieur Pignon, Oui. on va tout de même aller à ce dîner. Et moi, j'ai cette hantise à chaque fois du rythme. C'est pour ça que... Parce que je m'ennuie vite au cinéma devant un film et j'ai peur que ce soit le cas des spectateurs. Et donc, j'essaye à chaque fois... Je fonctionne... Alors, pareil, c'est très particulier comme technique. Je mets des croix... Une fois que j'ai fini le scénario, je mets des croix où je pense que les gens vont rire. Et je mets des croix plus ou moins grosses avec l'intensité que j'imagine le rire. Alors, je peux complètement me planter, mais ça me rassure, pareil, de me dire, est-ce que le film est assez drôle? Est-ce que j'ai assez de croix et assez de grosses croix? Donc, des fois, tu te plantes complètement. Mais la question que je voulais te poser aussi, c'est à quel moment tu te dis, j'ai fini le film est assez drôle, on part en tournage? Bah, quand j'en peux plus. Ouais. Quand je suis à bout, tu vois. Parce que je fais beaucoup de moutures, toi aussi, sans doute. Particulièrement dans le comique, parce que le comique est impitoyable. Hein, tu disais, si les gens ne rient pas, t'es foutu. Alors que les gens ne te reprochent pas de ne pas avoir assez pleuré, par exemple. Moi, le seul film où j'ai mis une croix, c'est sur le truc du Christ par Mel Gibson. Mais tu fais des lectures aussi, toi, beaucoup. Oui, alors ça, c'est un truc, moi, c'est que je réunis 4-5 personnes, des copains, tu vois, et je lis ce que j'ai écrit. Et comme je ne suis pas acteur et que j'ai une voix plate, tu vois, alors ça, s'ils s'emmerdent, je le vois tout de suite. Et ce n'est pas tellement ce qu'ils prennent comme note qui m'intéresse, c'est le moment où leur regard s'en va vers le plafond. Et c'est terrible, parce que tu es puni, là. Mais ça aide. Tu fais des lectures aussi? Oui, j'en fais aussi, mais c'est vrai que c'est... Mais pareil, c'est curieux le rire, parce que ça peut arriver en lecture sur une phrase ou une punch que ça rit. Et quand le film sort, tu fais la projo-test et ça rit pas. Ouais, et tu fais, mais c'est pas... Moi, j'ai un rire que j'ai possible. jamais eu, ou très rarement dans le dîner de cons. Moi, j'ai toujours été fidèle à ma femme, et pourtant, c'est pas les occasions qui manquent au ministère des Finances. Moi, j'ai jamais trompé ma femme, et pourtant, c'est pas les occasions qui manquent au ministère des Finances. Ça me paraissait très drôle. Ce malheureux Villeray qui s'imagine qu'il peut tout à coup tomber toutes les bonnes femmes du... Non. Oh, vous êtes superbe. Merci, Louisette. Eh ben, oui, c'était très maigre comme rire. C'est fou, hein? Ah ouais. C'est Et des fois, ce qui est aussi curieux, c'est que la même comédie, le même film, dans des projections différentes, l'intensité des rires va pas se trouver aux mêmes endroits. Plus étonnant encore, c'est que certains jours au théâtre, parce que j'ai fait des pièces de théâtre,
quand ils se retrouvent dans les bistrots où vont les acteurs, mais les interprètes de toutes les pièces, ils disent le public n'était pas bon ce soir. Tous. De tous les théâtres. Et c'était tout à coup une espèce d'onde négative sur Paris ou sur une autre ville qui fait que c'est très curieux que tout le monde tout à coup était mauvais. Il y a un karma très... Ouais, c'est bizarre. Non, mais le rire, vraiment, c'est... Ah oui, c'est mystérieux. Et c'est ce qui peut rendre fou, en plus. Ouais. Parce que tu cherches ça, mais il y a une part d'inconnu. De magie, ouais, non, c'est de beau. magie, ouais. D'autre part, il y a une chose, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la fin et le début, tu vois. Quelqu'un m'a dit pourquoi c'est difficile de faire une fin à un film. Parce que normalement, tu veux que ton film accélère de plus en plus. Or, quand tu conduis une voiture et que tu accélères de plus en plus, pour freiner brutalement, tu te casses la gueule. Si tu n'as pas un coussin gonflable. Et là, il faut arriver au maximum et s'arrêter. Ouais. Tu ne peux pas décélérer, tu vois. Et c'est en là, justement, que le dîner de con, je trouve, qu'il y a un chef-d'œuvre. Il n'y a pas meilleure fin. Parce que je trouve qu'on finit sur un pic de rire et on ferme le rideau. Oh, le con! Et ça, je trouve ça... Le magicien s'en va après le tour. Voilà, je parle d'un de mes maîtres. Personne n'est parfait dans certains lame shows. Nobody's perfect. Billy Tu te Wilder. rappelles cette réplique? Non. Ben, c'est fantastique. Tu as vu certains lame shows ou pas? Non. Ah ben écoute, je te le conseille. Parce que en fait, tu vois, il y a... je ne vais pas te raconter le film, mais à la fin, tu as Jack Lemmon qui a joué, donc habillé en femme pendant tout. J'ai vu cet extrait, oui. Et à la fin, il essaie d'expliquer à ce milliardaire gâteux qu'il ne peut pas l'épouser. Et il se trouve un certain nombre de prétextes. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. Je ne peux pas, tu comprends, je suis plus âgé que tu n'imagines, c'est pas grave. I'm a man. Well, nobody's perfect. C'est fantastique. Il y a un rire dans la salle explose. Et j'avais rencontré un copain à moi, tu sais, toujours labro, dans une queue de cinéma, j'étais bon dans la queue, il est passé devant moi, il m'a dit, quand tu entendras un éclat de rire, c'est la fin du film. Ah oui. C'est beau, ça. C'est magnifique. Mais c'est comme quand il redécroche le téléphone. Ouais, je la rappelle. Tu sais où je me suis beaucoup marré aussi, en dehors de tes films, c'est quand tu étais chez Léa Salamé et qu'elle a confondu babysitter et babysitting. Ah oui, vous avez et là, tu as été parfait, parce que tu es très britannique. Tu as dit, c'est pas exactement babysitter. Et tu as dit... Et alors, tout le monde a éclaté de rire, c'était un porno, tu vois. Et tu as dit à la fin, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi que vous vouliez? Ouais. Mais dans les lectures que tu faisais, il y a une productrice qui n'a pas aimé Juste Leblanc. C'est dangereux aussi, les lectures. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Pour raconter ça. Ouais, mais les gens aussi peuvent être mauvais conseils, tu vois. Parce que, d'abord, c'est une fille qui se prétendait productrice. Peut-être, oui. Et c'est moi, comme je suis à Los Angeles, je prends les gens qui parlent français d'abord. Parce que sinon, je finis ça à un Américain. Et la fille, pendant toute la lecture, a pris des notes. C'est terrorisant. Tu dis, il y a tant de choses à corriger. Et en fait, elle dessinait. C'est affreux comme truc. Cette bonne femme dessinait pendant que je lisais. Elle s'ennuyait? Probablement. Enfin, les médias, on ne peut pas dire c'est Juste Leblanc. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais, cette espèce de mauvais jeu de mots. Ça, je l'enlèverais à ta place. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Et c'est un des rires les plus forts du film, ouais. Faut se méfier aussi des lectures, donc, ouais. Comment ça se traduit en anglais, tes films? Comment ça se traduit? Oui, je veux dire, est-ce que tu as des problèmes de traduction dans les dialogues? Parce que moi, j'ai Juste Leblanc, c'est un problème. C'est pas un prénom qui existe. Ah bah oui, j'ai peu de jeux de mots, je crois, dans mes films. Donc après, j'ai un petit problème, c'est que je ne suis pas bilingue. C'est un gros défaut que j'ai. Et donc, je ne sais pas vraiment comment les films sont traduits. Je sais qu'il y a une projection. Dans tous les pays du monde, tu sais. Moi, j'ai reçu un dîner de con en chinois. Ah ouais. Moi, ils m'ont proposé de m'envoyer le manuscrit. J'ai dit, c'est pas la peine. Il y a une version Bollywood aussi du dîner de con. Ah oui, non, c'était la version Bollywood, c'est de... En Inde. C'est de l'emmerdeur. Ah ouais. Ah, parce qu'il y en a une aussi du dîner de con. J'ai reçu un coup de fil d'un Indien qui m'a dit, voilà, je suis un metteur en scène indien, on va refaire l'emmerdeur. D'habitude, on vole. Et moi, je vais coproduire avec Gaumont. Je vais envoyer 15 roupies. C'était très peu ce qu'il envoyait, tu vois. Mais il me dit, il y a un truc, je voudrais vous prévenir, c'est que au milieu du film, on a une fille qui chante tout à coup, comme ça, et les gens dansent dans la salle.
L'emmerdeur, tu te rends compte? C'est un tueur et un suicidaire, écoute. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire arriver une fille là-dedans? Et puis il me rappelle, après, il me dit, est-ce que je peux vous envoyer la cassette? Alors, tout ça en anglais. Je dis, je ne suis pas complètement courant en hindi, mais essayez toujours. Et là, effectivement, je ne comprenais rien de ce qu'il se disait. Et brusquement, une fille sort de la mer, comme ça, et se met à chanter « C'est extraordinaire !» Et je lui ai dit, c'est formidable, que ce que je dise. Mais t'as pas eu beaucoup de chance avec tes remakes, parce que les remakes américains, je sais pas si on t'a proposé de faire des remakes américains de tes films. Alors, à chaque fois, il y a des projets. Ouais. Il y avait le projet, d'ailleurs, je rebondis, excuse-moi, de Steven Spielberg pour le dîner de con. C'est faux? Non, il a fait Dinner for Schmuck, ça a été fait. Malheureusement pas. Avec c'est Steve Spielberg qui l'avait fait? Il l'a produit. Il l'avait produit. Ouais. Et si votre patron vous faisait une offre que vous ne pouvez pas refuser? J'organise un dîner une fois par mois. Le prochain, c'est samedi. Bon, génial. Chacun de nous doit trouver une personne exceptionnelle et l'inviter à participer au dîner. Voilà le type que j'ai invité la dernière fois. Vous invitez des idiots à dîner et vous vous moquez de ces mecs? C'est un truc de fou. C'est Jay Roach qui l'a mis en scène, le type qui faisait les films de Mike Myers, tu sais, les Austin Powers. Ah, ça venait de Steven C'est Spielberg. complètement raté, c'est fou. Mais... À un point incroyable. Je suis une écolière qui a été très vilaine. Vous êtes très grande pour une écolière. Rire! Tu peux expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Vas-y. Parce que Jay Roach est aussi peu fait que ça pour faire ce film que... Parce qu'il y avait un beau casting, tu avais Steve Carell et Paul Rudd. Oui, mais mal dirigé. Ant-Man, l'homme-fourmi. Et il avait aussi, comment il s'appelle, ce type qui... Zach Galifianakis, qui est formidable. Merci de m'aider, là. Je t'en prie. Donc, il y avait un type qui n'est pas fait pour du tout. Tu sais, Jay Roach. Mike Myers, My Mojo, etc., ça n'a rien à voir. Et puis surtout, il a pris 2 jeunes scénaristes qui n'ont rien compris au film. Ils ont montré le dîner à la fin. Tu l'as pas vu, non? Non, je l'ai pas vu. Bah, en fait, Vénard. Ouais. En plus, le hobby du con, entre guillemets, de Steve Carell. Ah ouais, c'était... Il empaillait des souris mortes. Donc c'était Jeffrey Dahmer, tu vois, au lieu d'être un mec qui faisait des allumettes, quoi, c'était... Parce que moi, j'ai eu du mal à trouver un truc dont on puisse rire et qui ne blesse pas la salle. Parce que si tu te moques de golfeurs, par exemple, tu vois tout un tas de gens qui sont tout à coup outrés. Mais c'est passionnant, le golf. À direction la Meuse, à présent, pour rencontrer un spécialiste des maquettes en allumettes. Il s'appelle Alain Vosgien, et ce n'est pas une blague. Forcément, on a tous en tête le film Tout en ironie de Francis Weber qui a donné ses lettres de noblesse à ce hobby insolite. Le rapport par rapport au dîner de con, oui, je l'entends, je dis pas tous les jours, mais chaque fois que quelqu'un le voit, François Pillon, moi ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça m'amuse. Il y a très peu de types qui font des monuments avec des allumettes. Et lui, il fait empailler des souris, écoute. Ah, c'est totalement... Mais ça montre à quel point la comédie est quelque chose... Enfin, quand on écrit... Fragile, je suis complètement d'accord. Ouais. Et c'est une musique qu'on a dans la tête. Et dès que quelqu'un essaie de prendre cette musique, c'est pas... C'est perdu dans la translation, dans la traduction, comme on dit en anglais, lost in translation. Oui, bien sûr, de la fille Coppola. C'est ça. Mais tu as le seul qui était à peu près possible de tes remakes, c'est celui que tu as fait toi-même, Les Trois Fugitifs. Ça allait à peu près, parce que je connaissais le film, tu vois. Et puis, je ne me suis pas trahi, mais sinon, il y a des trucs incroyables que j'ai vus. Par exemple, ils ont refait Les Compères avec 2 grands comiques. Billy Crystal et Robin Williams. Et simplement, la critique, c'est qu'ils sont beaucoup plus drôles dans leur one-man show que dans tout le film. Bien sûr. Mais le pire, tu parlais de Billy Wilder. L'Emmerdeur a été refait en Amérique avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Donc, il a pris 2 comiques au lieu de prendre un mec fort et un comique, tu vois. Donc, il y a une vraie erreur de casting au départ, en fait. Oui, et puis surtout, je vais te dire un truc qui m'accuse moi-même. Hein. Il était trop vieux. Alors, Billy Wilder avait dit une fois, et il s'est trahi lui-même, ne vieillissez pas avec vos acteurs. Et on a tendance, quand on est en bande comme ça, et qu'on connaît les gens, et qu'on sait qu'ils ne vont pas discuter, qu'ils ne vont pas vous emmerder, etc., de continuer à travailler avec eux. Mais eux ont vieilli, et vous aussi. Et là, il y avait les 2 malheureux, Jack Lemmon et Walter Matthau, c'était vraiment pas brillant, et pourtant, quels acteurs. Ouais, ils étaient déjà un peu trop vieux comme Billy Wilder, et puis surtout 2 comiques, alors qu'il aurait fallu qu'ils prennent Charles Bronson et Woody Allen, je dis n'importe quoi. Mais... J'avais déjeuné avec Billy Wilder quand il refaisait L'Emmerdeur, là. Voilà un type étonnant, hein. Parce qu'il devait déjà avoir 92 ans. Ouais. Il était drôle. Et je rebondis, parce que je vous ai entendu aussi dire une phrase que j'ai trouvée incroyable. C'est quand on écrit au début, on a la fraîcheur, mais pas la technique. C'est vrai. Et un jour,
la fraîcheur et la technique se rejoignent et on atteint le pic de son art, on va dire. Et puis petit à petit, on garde la technique et la fraîcheur s'en va un petit peu. Et c'est ma hantise, moi. Mais t'inquiète pas, tu as du temps. T'as encore le temps. De perdre de l'inspiration. J'ai écrit très tard, moi. J'ai commencé à écrire à 30 ans. Et en fait, j'ai fait 4 ans de médecine, 2 ans de licence de sciences, 28 mois d'armée et 3 ans à RTL. Tout ça parce que mon père, qui était écrivain, me disait surtout n'écris pas. Fais un métier avec un fixe. Et ta mère était écrivain aussi. Oui, mais ça marchait pas ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais. Donc, j'ai commencé tard et j'ai continué toute ma vie, en fait. Et à quel moment, c'est ça, on a l'impression que... Tu sais ce que disait Roussin, André Roussin, ces pièces qu'on écrit de mieux en mieux et qui marchent de plus en plus mal. Ah oui. C'est tragique, c'est vrai. Mais tu t'en rends pas compte, c'est que moi, la technique, je l'ai maintenant, mais la fraîcheur, je me demande. Là, la pièce que je suis en train d'écrire, je le fais presque comme on fait des gammes au piano pour garder ses mains, tu vois. Et là, c'est pareil, je fais ça pour garder mes neurones. Sinon, je ne suis pas sûr du tout de moi en ce moment. Mais l'inspiration est toujours là, les idées sont toujours là, oui, ça et vient d'ailleurs, toujours... je voulais te dire une chose à ton sujet, et tu vas probablement me poursuivre en justice. Non, c'est pas vrai. Non, je vais te dire une chose à ton sujet, c'est que en construisant des films avec une idée originale, c'est beaucoup plus difficile de faire des bandes annonces. Pourquoi ? Parce que tu as à expliquer ce qui est l'originalité du film. Et il est évident que si tu fais un homme et une femme, ouais. Si tu fais par exemple, je sais pas moi, Fast and Furious, tu montres des voitures qui se retournent. Mais si tu fais alibi.com, il faut expliquer ce qu'il y a dans le film pour qu'on comprenne l'humour du film. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ? T'es où, bordel ? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité ? Oh, putain. Ou encore préserver votre jardin secret ? T'es là, bébé ? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Et j'ai eu beaucoup de mal avec les bandes annonces. Toi, peut-être moins, parce que tu as justement des moments d'explosion comme ça. L'exercice de la bande-annonce, c'est terrible. Ah voilà. Parce qu'en fait, c'est toujours trouver le bon curseur sur 1 minute 30 pour donner envie aux gens, mais tout en gardant suffisamment de choses pour les surprendre. Exactement. Et qu'ils se disent pas, j'ai tout vu dans la bande-annonce. Donc non, l'exercice de la bande-annonce est terrible à chaque fois. Surtout très pour dur. les films en situation. Ouais. Et vous avez ça en commun, c'est ce qu'on appelle les high concepts. C'est des histoires fortes de départ que vous déclinez ensuite avec des situations comiques, mais qui sont toujours la même histoire. C'est ça qui est beau. Tu vois, tu te balades dans la rue et tu te dis, ça serait intéressant qu'un gangster amateur kidnappe un gangster professionnel. Et là commence la souffrance, parce qu'il faut faire les fugitifs. Tu te dis, une femme dont le fils a fait une fugue finit par se prendre 2 de ses amants parce que son mari est un peu lâche pour essayer de retrouver l'enfant. Et tu as Depardieu et Pierre Richard qui partent à la poursuite de l'enfant. De la même manière, tu te dis, il y avait un jeu étonnant qui était peut-être une légende urbaine, comme on dit en anglais, tu vois, qui était organiser des dîners de cons. Ce truc du dîner où chacun doit venir avec un con, c'est pas nouveau. Sardou m'a souvent emmené bouffer chez un copain à lui qui aimait faire ça. Je me suis fait plein d'amis. Et je me rappelle, j'étais au bord de la piscine avec un copain à moi qui s'appelait, parce qu'il est mort malheureusement, Gérard Lausier, tu sais, qui était un type qui dessinait, qui était merveilleux et qui a fait des films. Et je lui ai dit, ça serait peut-être intéressant de faire une histoire où tu as un type qui fait des dîners de cons comme ça, et il invite un con le jour où il est à la fois cocu... Sa femme, c'est Menot. Le pauvre. Et il a un lumbago, parce qu'il a joué au golf. Et comme unique confident, il a un type qu'il a choisi pour sa connerie, tu vois. Il a une belle tête de vainqueur. Il dit, ouais, c'est intéressant, ouais, ça peut se faire. Alors, je te fais une proposition, parce que j'étais en train d'écrire autre chose. Tu écris la première mouture, et moi, je reviens en partage. J'attends 2 mois, et je l'appelle, et je lui dis, alors... Il me dit, c'est pas un sujet. Le dîner de con, tu vois. Alors, évidemment, je suis écrasé de... Et puis finalement, bon, c'était un sujet. Oui, un petit sujet. je rebondis juste sur les fugitifs, curiosité personnelle. Ce gag que j'adore quand il doit lancer le sac. Lancez-moi ça vite! Qui s'accroche à la lampe néon au-dessus et qui est brillant parce que
je trouve que c'est le fait de le filmer en plan séquence qui rend le gag quand on voit que c'est lancé pour de vrai. Je pense que si ça avait été découpé, le gag, ça aurait été moins drôle. Ouais, c'est vrai. C'est combien de prises C'est énorme. Pour que le sac s'accroche. Si tu regardes attentivement le film, j'ai fait une erreur, c'est que je pensais qu'en prenant la grenade, le bas allait filer et s'ouvrir. C'est solide comme c'est pas possible, un bas. Ce qui fait qu'on a été obligé de faire venir un type d'Angleterre qui est un caché, pervers. Un pervers qui est caché derrière Pierre Richard pour tirer pour que ça craque. Wow. Et il y a la même chose, et ça c'est mon copain Bob Chartoff qui me l'a dit. Le producteur de Rocky. Et aussi le producteur, non pas le producteur, mais le copain de Borman, tu sais, qui a fait... Délivrance, ouais. Délivrance. Le môme qui joue du banjo dans Délivrance, c'est pas lui qui joue. C'est les bras d'un autre type qui est derrière qui joue. C'est énorme. Ouais. Tu te rends compte comme ça? Parce qu'on ne le voit pas. Maintenant, avec les arrêts sur image, on le voit. Ouais. Et en termes de prise aussi, comment l'abeille ne pique pas Pierre Richard sur sa joue? Aïe, merde. Comment Parce vous avez que fait tu ça? enlèves le dard. Tout simplement. Oui. Et moi, j'ai lu une trivia comme quoi une abeille, ça mord, même sans dard. Oui, parce que Pierre... Non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mord d'abord et qu'elle pique ensuite. Et Pierre, on retire le dard de l'abeille, il dit « elle me fait mal !» On dit « arrête !» Et en fait, non, et il avait raison. Et en plus, j'ai été obligé de refaire la scène, parce qu'on l'a tournée au Mexique, et les abeilles sont monstrueuses, elles sont grosses comme des lapins, tu vois. C'est-à-dire que tu as une abeille qui se pose sur la joue du pauvre Pierre, et on voyait plus qu'une partie du visage. Je dis, c'est abominable, là, on est dans un film d'horreur. C'est terrible. Et je suis revenu, et j'avais un monteur qui s'appelait Jure Janson, très autocrate, très autoritaire, tu vois. Et je lui dis, il faut enlever ça, il faut enlever ce truc-là, c'est pas possible. On a l'impression qu'elle va le bouffer. Il dit, non, c'est impossible, parce que ça ne marche jamais. Je suis allé à Bourges, on a pris un avion, on a mis Pierre devant, on a mis une abeille normale, si tu veux, et ça a marché. Mais comment elle reste là? Vous avez mis quelque chose pour la pâter sur sa joue? Elle vient se poser pile. J'ai peur que vous n'en ayez tué plus d'une. Non. En fait, on a filmé à l'envers. Ah oui, d'accord. Quand l'abeille décolle. Ok. On la voit se poser parce qu'on l'a filmé à l'envers. Elle se pose, tu vois. Elle mord Pierre. Et ensuite, elle pique pas parce qu'elle s'est dit, où est mon dard? C'est très difficile. La plupart de tes films sont donc des body stories, des couples d'hommes comme ça. On voit ça aussi dans le Dîner de cons. Oui. Un Auguste et un clown blanc. Oui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans tes films, tu es souvent les deux. Tu peux passer de l'Auguste, comme tu interprètes de tes films. Tu peux passer du clown blanc parce que tu as la séduction, mais tu as aussi de la vis comica. Ça, c'est étonnant de pouvoir faire les deux comme ça. Oui. C'est très dur de répondre à des compliments. Non, mais ça m'a frappé, moi, en voyant le film. Donc, mais tu pourrais faire pignon ou brochant, en fait. En tout cas, ce que je remarque, c'est que la comédie vient souvent du fait d'être victime. C'est-à-dire que même Depardieu, par exemple, dans La Chèvre, devient très très drôle quand il devient à son tour Ne bougez pas. La victime de... Et j'ai l'imprestion que le rire vient des personnages de par les misères qui souffrent. Leur arrivent. C'est ce que m'a dit un type qui s'appelle Yves Lavandier, qui est un type qui fait des travaux sur le scénario et qui, bien entendu, tellement savant que je ne comprends pas très bien ce qu'il raconte. Mais il m'a dit, tes personnages passent de protagoniste à antagoniste, ce qui n'est pas très normal. Et c'est ce que vient de te dire Jean, c'est qu'effectivement, tu passes du type qui domine au type dominé. Il y a un rapport sadomaso qui s'inverse tout d'un coup dans le film. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je voudrais parler juste un tout petit peu d'un acteur spectaculaire qui est un effet spécial à lui tout seul, qui est Jacques Villeray. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Ah oui, voilà. Là, tu as eu de la chance avec celui-là. Ouais, c'était Peter Lorre, mais drôle. Et Gérard Depardieu m'avait téléphoné parce qu'il s'est rendu compte que l'autre rôle était moins intéressant. Il m'a dit, je vais faire le con finalement, je vais jouer le con. Et je me suis dit, non, il va composer, alors que Villeray, qu'il avait joué 3 ans au théâtre, était tellement angélique dans le rôle, tu vois. Oui, il a une innocence, c'est un enfant plus qu'un con, en fait. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? C'est que je vois pas, quand on voit Jacques Villeray jouer, on voit pas qui aurait pu mieux interpréter ce rôle, tellement c'est au-dessus de la perfection. Tout comme Pierre Richard dans son registre de l'homme qui n'a pas de chance, la victime. Je trouve que les deux sont magistraux. À leur place, vraiment, en magnifiant la place. Ça sonne. Il est content. Parce que Pierre était très bouleversé que je ne lui ai pas donné le rôle, tu vois.
Ce qui est étonnant, c'est que Villeray devait faire La Chèvre au départ, avec Ventura. Ventura n'a pas voulu de lui. Oui, je sais. Pardon. Non, pardon. Non, c'est à toi. Et je me trompe ou pas? Parce que j'avais cru comprendre que Pierre Richard, quand tu allais le chercher, avait tendance à jouer un peu le clown. Il a fallu le faire redescendre pour arriver sur une sincérité, une sobriété qui rend le truc drôle. Oui, parce que en fait, Leslie Nielsen, par exemple, dans Airplane, dans tous ces films-là, il joue sérieux dans la comédie, tu vois. Et Pierre jouait comique dans la comédie, ce qui est quand même appelé un asthme. C'est-à-dire, quand il partait en courant, il levait les genoux très haut. Et puis, il avait cette façon de jouer en bafouillant un peu. C'est-à-dire, alors là, je ne suis pas d'accord. Hein. J'ai dit, non, c'est pas la peine, là. Tu le fais tout le temps, ne le fais plus. Ça a été très dur pour lui. Changer le jeu de quelqu'un, c'est très dur. Mais c'est là où on voit que la direction d'acteur est incroyable et précieuse, parce que c'est pour ça que c'est drôle que Pierre Richard j'ai l'impression pour le grand public même est devenu... Bien sûr, parce qu'il sortait du distrait, de films comme ça, et avec le jouet, tu as commencé à gommer ça avec le jouet. Vous avez fait un voyage ensemble à travers La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, et il devenait de plus en plus émouvant jusqu'à pleurer dans Les Fugitifs, carrément. Ouais. Parce que je le torturais. Il y avait le même... Parce que j'avais l'impression, Jacques Villeray, il n'y avait pas ce travail à faire, il était plus dans une... C'est-à-dire qu'il a surtout fait un truc que faisaient les Marx Brothers, paraît-il, qui partaient en tournée avec leurs films et qu'il expérimentait sur le public en le jouant sur scène pendant 6 mois. Oui. Lui a eu 3 ans de répétition. On a rarement ça d'un acteur. Et d'ailleurs, sur l'écriture, parce que j'ai jamais écrit vraiment de pièces, c'est plus facile d'écrire une pièce, un film, et c'est quoi que tu préfères entre les deux? Je pense que c'est pareil. Simplement, la pièce t'amène à faire ce qu'on appelle des tunnels, ce que tu ne peux pas vraiment faire dans un film. Quand j'adapte une pièce pour en faire un film, il y a des rires qui tombent dans le panier, tu vois, parce que tu as des tunnels que tu coupes. Et par exemple, quand j'ai adapté La Cage aux folles, Jean Poiret, qui ne pouvait pas le faire, il a fait une dépression en essayant de le faire, il m'a dit, le rire s'est échappé de la cage. Non, simplement, j'étais obligé, j'ai réduit son truc à 1h20, ce qui est très court, parce que tu ne peux pas faire un tunnel au cinéma. Tu vois, sur moi donc, cette troupe s'avance, portant sur son front une malle assurance, ou partie ça. Non, arrête. Il y a une troupe qui s'avance, c'est tout. Mais la pièce faisait 2 heures. La pièce faisait 2 heures et le film fait 1h15. Il y a 10 minutes, 10 minutes de trop dans le film, d'ailleurs. C'est ça. Bleustein-Blanchet, tu connais l'histoire, non? Non. C'était le patron de Publicis et on lui montre un publicitaire de 30 secondes. Il dit, c'est bien, mais j'ai décroché à la moitié. Et en parlant d'écriture, justement, des personnages, nous, on a un petit... pas un problème, mais on sent que écrire des personnages féminins, dans nos comédies, nous, on écrit à 4 garçons. Et c'est beaucoup plus de travail pour nous d'essayer de trouver les axes et d'écrire pour les personnages féminins. Est-ce que c'est ton cas aussi? T'as qu'à voir mes films. Ouais. En fait, j'ai écrit 2 personnages féminins intéressants. C'est le personnage de Mireille dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Mireille d'Arc. Ça s'est bien passé, le concert? Mireille d'Arc, oui, il a traduit. Non, mais je précise pour nos auditeurs qui... Oui, et c'est aussi Le Téléphone Rose. Castejac! Où elle est la call girl, je ne sais pas si tu l'as vu le film, mais... Pauvre con, va. Elle est une call girl qui séduit Mondy, payée par des Américains, tu vois, Pierre Mondy, et elle est formidable. Mais très, sinon, j'ai le même mal que... Et que comment Pourquoi, en fait? C'est bizarre, hein? Je préfère les histoires d'amitié aux histoires d'amour. Tu sais, c'est très riche, une histoire d'amitié. Ce qu'on appelle les comédies romantiques, à part la comédie justement avec Billy Crystal et comment elle s'appelait cette comédie? Ah oui, c'est quand Harry rencontre Sally. Ah oui, elle mime l'orgasme dans un restaurant. Tu vois, mais il y en a plusieurs quand même. C'est quand même une tradition de film. Il y en a pas. Moi, j'ai pas beaucoup de comédies romantiques actuelles qui m'intéressent. Ouais. C'est un genre qui a disparu en Amérique totalement. Ouais. Mais tu m'as pas rassuré quand tu me dis que la comédie est morte en Amérique. Pas morte, mais c'est vrai qu'ils font un peu moins de comédie. Tu vois, moins de films avec Ben Stiller, Adam Sandler et tout. Parce qu'en fait, tu regardes n'importe quel film de Marvel, n'importe quel film d'horreur, n'importe quel film policier, il y a de la comédie dedans. On dirait que ça s'est déplacé dans tous les autres genres et qu'il y a un petit peu moins d'interprètes de comédie qui veulent faire des films purement comiques. Tu as encore des Jonah Hill, tu vois, des Seth Rogen, que tu connais peut-être. Et je crois que ce qui te caractérise par rapport à nos petits copains,
c'est qu'il y a beaucoup de comédies qui se produisent en France, tu vois. Ouais. Et il y en a peu qui font 4 millions d'entrées, et plus. Il y en a très très peu, parce que les tiennes sont construites. C'est au scénario. Le fait que tu aies le privilège de travailler avec 3 copains, c'est déjà formidable. Parce que moi, j'ai jamais réussi à trouver un partenaire de comédie, tu sais. C'est ça que je trouve fascinant, c'est d'écrire seul des comédies. Alors, heureusement que j'ai une femme qui ne rit pas. Ça m'oblige à travailler, tu vois. Et en parlant des histoires de copains, à aucun moment, tu as été tenté sur le tard de reformer le duo mythique Pierre Richard et Gérard Depardieu? Mais non, parce que je suis parti en Amérique. Je suis resté longtemps en Amérique et quand je suis rentré, Pierre, qui est un personnage qui avait une corporelle fantastique, tu sais, il danse merveilleusement bien, il est élastique, avait vieilli, hein, comme moi, et tout à coup, je voyais plus de rôle pour lui dans les films que j'écrivais. Okay. Et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on s'entendait magnifiquement bien. Oui, c'était ta muse, d'une certaine manière. Ouais. Même dans des films que tu aimes un peu moins, comme On aura tout vu, Le Retour du Grand Blond, où je trouve qu'il est quand même fantastique. Il est formidable, mais les films sont moins bons. c'est toi qui le dis. Mais pour parler moins de l'Auguste, mais du Clown Blanc de nouveau... On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Celui qui est extraordinaire, c'est Thierry Lhermitte. Et il a eu du mal un petit peu avec ta direction, non? La légende dit qu'il pleurait, c'est ça, tellement c'est ça que je veux savoir. Il faisait 2 prises. Mais ensuite, quand il a compris, quand on a fait C'est le placard, je crois, non? Ouais. Quand on a fait le placard, ça allait parfaitement bien, il avait tout compris. Et d'ailleurs, le problème qu'il a eu, lui, c'est qu'ils se dirigeaient eux-mêmes dans les films avec le Splendide. Et quand ils avaient Jean-Marie Poiret et Patrice Lecomte, ils avaient la bride sur le cou, tu vois. Est-ce que d'ailleurs, tu as, dans tous les films que tu as mis en scène, des films préférés, des films que tu aimes moins, certains que enfin, un classement? Ça m'amènera à te poser une question, parce que je vais voir si on se ressemble. Malheureusement, souvent, les films qu'on préfère sont les films au plus gros box-office. Malheureusement, parce que par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ton meilleur scénario, c'est Coup de tête ». Moi, François Perrin, Porté en triomphe. C'est mon préféré. Voilà. Et moi, je préfère Le Dîner de con. Parce que tout à coup, tu as 10 millions d'entrées, tu vois. On est d'accord. Non, mais t'as l'impression que le public t'aime et te dit ça c'est mieux que les autres. Mais moi, je ressens une chose vraiment, hein, quand le public rit dans une salle, j'ai l'impression, si je suis dans la salle, comme si j'avais une caresse dans le dos, tu vois. C'est comme si je marquais un but. C'est la même chose. C'est beau. Non, mais c'est vrai, parce que je vois par exemple sur le dernier, Alibi.com 2, il y avait quelques gags où mécaniquement je devais avoir un rire. Enfin, je sais pas, même si le rire c'est pas une science exacte comme on a dit, là mécaniquement je me dis je dois avoir un gros rire, même pas un rire, un gros rire. Ouais. Je fais une projothèse devant quelques amis, il y a pas de rire. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. On remonte, je repars avec le monteur, je dis c'est pas normal. Viens, on change le truc. On remonte, pas de rire. Je dis c'est pas normal. J'ai dû passer sur un gag, hein, on a dû passer au moins une semaine. Waouh. Voilà, on refait cette projection et là, une explosion, mais un gros rire, explosion de rire comme j'en rêvais. Et je me dis yes, mais comme quoi ça tient des fois à rien le rythme. Moi, le gag, c'est en fait, il y avait un mariage et pendant tout le film, on tease que Patrick Fiori, le chanteur, viendrait peut-être chanter. Et en fait, il arrivait. Et il commençait sa chanson et il se prenait une voiture dans la tronche et c'était terminé. Et en fait, on avait monté le gag trop long. Et à la fin, du coup, on l'a monté où il dit à peine bonjour. Et là, il se fait écraser par une voiture sans même chanter. Et là, on avait les rires. Et comment tu as réussi à trouver, finalement, à réduire... Une semaine. Incroyable. C'est pour ça que je suis content de t'avoir en face de moi. C'est que j'ai l'impression qu'on est 2 galériens d'une certaine manière, tu vois. Et il faut tirer sur les rames là, pour arriver à faire rire. Ouais. Et c'est formidable quand on fait rire. C'est une recherche minutieuse, c'est vrai, c'est à l'image près, au plan près, c'est fascinant. Il y avait un dessin d'ailleurs qui n'a rien à voir avec ce qu'on se dit, mais que j'ai adoré dans le New Yorker, où tu as 2 galériens côte à côte, et ils sont dans l'état que tu imagines. Ils sont vraiment hâves, maigres, au bord de la mort.
Il y en a un qui se tourne vers l'autre et qui dit « Vous devriez utiliser un déodorant corporel. » Je trouve ça extraordinaire, écoute. Voilà. Tu parlais de tes films qui avaient un petit peu moins marché et qui te tenaient peut-être moins à cœur que ceux qui avaient été des cartons, mais quand on voit Le Jouet, ça a été une espèce de... Oui, ça n'a pas été un gros succès, Le Jouet. Hein. Il a été refait 3 fois. Et je l'ai fait. Ensuite, il y a les Américains qui l'ont refait avec une très grosse vedette qui s'appelait Jackie Gleason et un Richard Pryor qui était une très grosse vedette aussi. De nouveau, ça a pas mal marché, mais sans plus. Et puis Jamel l'a refait. Et de nouveau, ça a pas mal marché, mais sans plus. C'est drôle, c'est un drôle de film, en fait. Et sur la version, par exemple, de James Hutt avec Jamel, oui. Tu avais un regard, quelque chose? Tu leur as laissé libre? Non, je les laisse libres. Tu sais, j'ai eu une mésaventure une première fois, sur le premier Jouet d'ailleurs. Okay. C'est que j'arrive en Amérique au moment où le Jouet était en train de s'écrire. Et c'était une fille qui s'appelait Carole Sobieski. Ça ne change pas grand-chose, parce que rappelez-vous ce nom, on n'en parlera plus, comme disait Alphonse Allais, tu vois. Et Carole Sobieski est un écrivain de tragédie. Il ne faut pas. Donc, elle fait son truc, et moi, naïvement, je téléphone à la secrétaire du producteur, qui s'appelait Stark, tu vois, et je lui dis, Ray Stark, c'est ça? Oui. Et je lui dis, voilà, je suis l'auteur du film original, vous pouvez dire au producteur que je me mets à votre disposition gratuitement pour donner un coup de main à la scénariste si elle veut. Ils ne m'ont jamais rappelé. Ils s'en foutent, tu vois. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu es arrivé en Amérique et que tu as rencontré Richard Pryor et que tu as dit « On a baisé votre film. » Ah ouais, We fucked your movie, il lui a dit. Ouais, mais vraiment, il avait l'air mort, quasiment, tu vois. Ouais, mais avoir entendu un fuck de Richard Pryor, c'est comme si Miles Davis t'avait joué de la trompette, quoi. C'est un truc spécial, quoi. Remarque, oui. C'était sa spécialité. Je vois pourquoi il m'aurait joué de la trompette à propos de rien compris. Et comme vous vivez même aux États-Unis, est-ce que tu sens une différence de rire, par exemple, quand ton film passe en France ou est projeté aux États-Unis par rapport à leur culture? C'est les mêmes rires aux mêmes endroits? Non. C'est ce que j'ai découvert aux États-Unis, c'est qu'on était bien plus différents d'eux qu'on imagine. Parce que le fait de mettre leur casquette, éventuellement à l'envers, d'écouter leur musique, de voir leurs films, tu te rends compte que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que, d'ailleurs, c'est curieux, parce que quand j'ai refait Les Fugitifs, le film a bien marché. Parce qu'il a fait, à l'époque, le film coûtait 16 millions de dollars, mais je te parle d'il y a... Et il a fait 40 millions de dollars, ce qui correspond à 120 millions de dollars maintenant. Ouais, c'est un gros succès. Oui, et... je rencontre le type qui vendait à l'étranger dans une queue de cinéma, c'est le type de chez Disney qui vendait, tu vois. Et il me dit, c'est marrant, mais votre film est acheté et marche mieux dans les pays latins. Les anglo-saxons sont moins intéressés. Parce qu'on est des latins. D'accord. Je sais que mon frère a épousé une péruvienne et elle avait vu Tais-toi combien de fois? 11 fois. 11 fois, ouais. Alors que c'est pas mon meilleur. C'est faux, ouais. Non, mais tu vois, comme quoi le rire, voyage, c'est assez... Ouais, c'est assez alors, j'ai vu un truc désincarné, c'est le dîner de cons chinois, tu vois. On m'a envoyé la cassette, et c'est impossible de comprendre pourquoi il rit, parce que d'abord, il y avait une dîner de gong, si je puis me permettre. Oh, bravo. Alors, ça va être censuré. Désolé, on va couper, ça n'est pas peur. N'aie pas peur. Alors, toujours est-il donc, il y avait une scène gigantesque, et tu as deux Chinois, je ne savais pas qui était le con, parce que je sais qu'ils détestent que je fasse une imitation de qui que ce soit. Ah oui, soit, oui. S'il te plaît. Mais je le fais très court. Tu ne peux pas être cancel. J'entends un type qui dit « et tout le monde hurle de rire. Et qu'est-ce qu'il a dit, là? Sauf il n'a pas dit « je m'appelle juste Leblanc », quand même. C'est drôle. Je déteste ça. J'ai réussi, réussi à le caser, là. Ouais. Je t'ai dit, s'il y avait un grand échiquier aujourd'hui, ce serait Jacques Cancel. Oh, bravo. Ah, ouais. Non, c'est to cancel en anglais, c'est quand tu coupes. Parce qu'il fait quand tu es annulé, en fait, quand c'est fini, quoi. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas voir. Philippe a dit qu'il n'était pas bilingue. Alors, fous-lui. Cancel, je comprends. Et j'avais entendu dans un autre podcast, tu parlais d'avoir eu une idée à un moment, mais tu n'avais pas la fin. Donc, je voulais savoir si tu avais trouvé la fin entre-temps avec ton idée sur Elon Musk, le monsieur qui s'envolait, qui n'avait plus d'apesanteur. Ça dit quelque chose? Je l'ai trouvé, oui, mais je ne sais pas pourquoi je me suis dégoûté de ce sujet. Ok. J'ai souvent des sujets comme ça qui me traversent la tête, tu vois. Ils n'ont pas trouvé l'endroit le plus sûr pour traverser, comme disait je ne sais plus qui.
Et j'en ai un ou deux qui me restent dans la tête, comme ça. Je peux t'en pitcher un très vite, si tu veux. Ça s'appelle « L'enfer est en voie de reconstruction ». C'est que Satan s'aperçoit tout à coup qu'il y a trop de monde et il n'y a plus de place en enfer. Il y a une queue interminable. Et il dit, on était bête, on a calculé trop court pour l'enfer. Et à ce moment-là, il a tout son aréopage de diables, tu vois, autour. Et il dit, il va falloir s'agrandir. Mais ça va être facile, dit un des diables. On a tous les promoteurs immobiliers qui sont là en train de flamber. Parce que derrière, tu as les gens dans les flammes qui sortent comme ça. Il dit, on n'a qu'à prendre un des promoteurs. Il dit, ah oui, mais vous ne connaissez pas les promoteurs, ils ont toujours du retard. Et moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut maintenant que je trouve une solution pour que ça ne se donne pas à cette vitesse sur Terre. Et il se tourne vers un de ses Satan, un de ses lieutenants, qui est un très bel homme. Il lui dit, tu vas descendre sur Terre et tu vas empêcher les gens d'être méchants. Il dit, mais c'est le contraire que je dois faire, moi. On m'a éduqué pour, au contraire, les rendre mauvais, pas les rendre bons. Pas de discussion, hop. Et quand Dieu apprend ça, il est furieux. Et il dit à un de ces gens, parce que tu es une fille ravissante, tu vas descendre sur Terre et en damner un maximum. Et c'est ces deux personnages donc, qui vont se rencontrer sur Terre, tu vois. Et ça verra... C'est pour toi et Elodie. Ça verra le jour Je ne sais pas, parce que moi, je voyais le type arriver, le diable qui est beau comme tout, et qui voit, toi par exemple, et qui voit un mec qui, à minuit, qui enjambe un pont pour se suicider. Et au lieu de l'encourager, parce qu'un suicidé, on va en enfer, il dit, ah non, attention, non, il vous reste des jours merveilleux à vivre. Et la fille débarque dans une chambre d'hôtel, elle se regarde toute nue dans la glace, comme ça. Elle dit, Seigneur, oui, si vous voulez que je sois aussi mauvaise que vous le voulez, que vous le souhaitez, j'ai besoin d'un sexe. Parce que les anges n'ont pas de sexe. On voit des poils pubiens qui apparaissent. Donc, oui, c'est pas tout à fait mon style. Mais... Tu as trop regardé mes films. Oui, tu m'as influencé. C'est contagieux. Ouais. Enfin, toujours est-il donc que c'était un sujet, que ces deux personnages se battent pour damner alors que ce n'est pas leur métier, ou pour sauver alors que ce n'est pas son métier. Et ils se rencontrent. Et là, ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est un chouette sujet. Une belle histoire. Voilà. Et enfin une trame romantique alors. Ah ouais. C'est vrai. Enfin, avant, il y a pas mal de gags à faire. Ah ouais. Quand cette fille, il faut qu'elle s'attaque à du gros gibier, parce que sauver non, si tu vas t'installer en face d'un dictateur et que tu t'arranges pour qu'il devienne bon parce qu'il est amoureux, c'est très intéressant. Tu sauves des millions de gens et ils vont pas en enfer. Ah, c'est chouette, ouais. Un petit côté Bruce tout-puissant avec... C'est ça, ouais. Ouais, ce serait super. Exactement. Et j'ai des sujets comme ça, mais à un moment donné, je me dis, oui, peut-être que... Parce que c'est... Je sais pas si tu as beaucoup d'idées à la fois, mais moi, j'en avais un nombre incalculable, tu vois. Et quand il fallait passer, alors, à la galère, là, c'est dur. C'est ça. Des fois, un pitch, c'est pas si facile que ça à concrétiser. Ça reste un bon pitch. Mais avoir le début, le milieu, la fin, c'est vrai. Essaye d'imaginer, un enfant achète un journaliste dans une vitrine. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. C'est court. Oui. Un enfant de milliardaire. Alors en plus, il faut maintenant trouver que le journaliste a été chômeur, qu'il est obligé d'accepter la puissance de l'enfant, qui est le fils d'un, d'Assaut, qui avait Jour de France, tu vois, et qui a engagé, après 3 mois de chômage, ce type. Mais derrière, alors quel travail! Pour trouver un malchanceux, prenez un malchanceux. Ah oui, il y a du boulot après. Ouais. Oui, oui. Et puis, le dîner de cons. Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. Il faut arriver ensuite à installer un sujet, tu vois, avec ce type qui est condamné à avoir ce con sur le dos, parce qu'il a le dos malade. Et c'est là que c'est bien construit, parce qu'on ne s'ennuie pas dans le dîner de con, parce qu'il y a du rebondissement tout le temps. Et c'est là où il y a un travail d'écriture assez exceptionnel. Ça n'arrête pas une seconde. Il n'y a pas de gras, justement, et ça n'arrête pas une seconde. C'est ça, c'est que ça rebondit, ça pourrait s'arrêter à chaque fois, il pourrait s'en aller, et il y a le truc qui le fait revenir, qui rebalance un rebondissement plus très comédie à chaque fois. C'est brillant.
J'ai vu la lumière sous la porte, j'ai pensé que vous ne dormiez pas. Vous êtes encore là, vous? C'est drôle parce qu'à un moment donné, toujours ma femme que j'aime, je la fais monter dans mon bureau parce que j'avais trouvé un truc qui me paraissait incroyablement gros, tu vois. C'est au moment où il appelle Menot, le séducteur. Pourquoi il répond pas? Il y a peut-être mieux à faire. Oh, chut! Et qui dit, Menot, mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. C'est pas ce que Roussin m'a dit. Lui, il m'a bien dit, il est avec Madame Brochant. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Comment? Et j'ai dit ça à Françoise, oui, c'est gros. Hein. C'est très gros. Et je me demande si c'est pas le plus gros rire du film. Je crois que oui. Moi, en salle, c'est le souvenir que j'ai, c'est le plus gros rire du film. C'est ce que je faisais quand il y avait la pièce au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est pas loin de 1000 places. Je faisais venir un copain, tu vois, un type qui arrivait d'Amérique ou un truc comme ça, et je lui disais, on va monter au 4e étage, là où on ne met plus personne, tu vois, c'est ce qu'on appelait le paradis dans le temps. Et on va, je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0, et la salle explose. Ah bon? Oui, vraiment, et même en anglais. Hein? Really? Yes, you will see. On est installés tous les deux, et puis on entend. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Hurlement de rire. C'est fou, hein? Une bombe qui explose. Ah, une bombe qui explose. Ouais. Et je me rappelle, ça aussi, je l'ai raconté souvent, mais ça me reste évidemment, parce qu'on parle ensemble, tu vois, et que ça me touche beaucoup d'avoir un homme jeune qui aime ce que je fais, tu vois, et que j'aime d'amour. Et que tu qui tout à coup devient fou, non, et dont j'aime les films. Donc, il y a des moments comme ça où tu te demandes vraiment, est-ce que ça c'est pas trop gros, tu vois? Et alors, j'ai entendu, est-ce que c'est vrai, parce que j'ai l'impression que personne n'est au courant, que tu as participé aussi à l'écriture du Grand Bleu. Oui, bien sûr. C'est incroyable, ouais, ça. On m'a sorti cette anecdote. Comme script doctor, comme on dit. J'ai trouvé ça incroyable parce que personne n'est au courant. Non. Et alors, je sais pas si je peux... Tu ne signes pas. J'ai fait le professionnel tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait le script d'Audiard et j'ai réécrit tout le script à la demande de Belmondo. Mais tu fais ce qu'on appelle du doctoring, c'est une consultation. Mais non, mais c'est ça qui est génial, je trouve, parce qu'on se dit Francis Weber, et enfin, on t'associe pas du tout au Grand Bleu. Et je trouve ça incroyable que deux monstres, enfin, comme ça... Mais il était paniqué. Ouais. Paniqué, parce qu'il avait écrit, ça c'est une chose que je dis, il avait écrit un scénario qui ressemblait à un camembert sans boîte, tu sais. Il s'étalait comme ça, il y avait 200 pages. Et le patron de Gaumont à l'époque, qui était Ledoux, Patrice Ledoux, que je connais très bien, dit à Besson, on va demander à Weber, voir arriver le vieux vaudevilliste sur ses abysses, mais est-ce que tu te rends compte? Il s'est dit, il va me foutre mon film en l'air. Ça va être le Grand Bleu avec une chaussure noire. Ouais. Bravo. Pardon. Écoute, les chiens ne font pas des chats. Hein. Donc, on nous présente. Et je vois ce gros type buté comme ça, avec un regard assassin, parce que c'est quand même une brute, Besson. Hein, et je le dis avec admiration. Et il dit, oui, d'accord, ok, on va travailler, etc. Et d'un coup, pour le rassurer, je lui ai dit, je te jure que je ne mettrai pas de dialogue quand ils seront en apnée. C'est Patrice Ledoux qui m'a raconté du coup cette anecdote et qui me disait qu'effectivement Luc Besson semblait réticent. Il y a de quoi. Et qu'au final, apparemment, il aurait gardé, enfin, et que quasiment tous les rires du film. L'un de l'autre. Très très bon. Simplement, je me suis moqué de lui sans le savoir. Mais je raconte des histoires que j'ai déjà racontées, c'est pas grave, non? Oh, non, vas-y. C'est qu'on travaillait ensemble et quand je trouvais un truc, il me disait impeccable. Alors moi, je croyais qu'il le faisait exprès, je disais impeccable, oui. Et puis ça passe 5-6 fois, impeccable. Puis tout à coup, pourquoi tu te moques de moi? Il me dit. Ah la vache, j'étais gêné. Je lui ai dit, mais pas du tout, je me moque pas de toi, non. Non, tu as le droit de dire impeccable. Et c'est des trucs, tu sais, quand tu travailles avec les gens et que tu ne vas pas signer, ça fait un drôle d'effet. Parce que j'avais Jacques Audiard qui prenait la copie quand je faisais le professionnel. Il n'avait pas encore fait les films qu'il a fait. Et il a porté ma copie à Michel Audiard, à qui j'ai dit, on est obligé de tout réécrire. Parce qu'il était en train d'écrire Garde à vue, donc il avait mis tout son jus sur Garde à vue, et il n'en avait plus beaucoup sur le professionnel. Je dis dans mes mémoires qu'il était crapuleusement génial et génialement crapuleux. Parce que quand les producteurs croyaient qu'il travaillait à la Colombe d'Or, il faisait des jeans avec tous ses copains. Il jouait à la pétanque aussi, ouais. Ah non, la pétanque aussi, ouais. Enfin, il vivait, il était heureux. Est-ce que tu es un angoissé?
Ah oui. Toi aussi. Alors, voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est génial de vivre un succès. Moi, je suis en train de vivre le plus gros succès de ma carrière avec Alibi.com 2 qui a 4 200 000 entrées. Je connais les chiffres. Je pensais jamais connaître ça un jour dans ma vie, donc c'est juste exceptionnel. Donc c'est formidable, mais ça met une terrible pression sur ton film qui arrive après, parce que tu sais que les attentes vont être importantes pour essayer de faire rire les gens et de trouver des idées. Et c'est-à-dire que donc là, je suis en plein dans l'écriture de mon prochain film. Oh là là. J'ai l'impression d'entendre mon père, là, effectivement. C'est vrai. Ouais. Et des fois, je dors mal de me dire, j'espère que demain, je vais avoir des bonnes idées. C'est fou quand même. Moi, je ne peux pas savoir. D'ailleurs, je vais illustrer ce que tu dis, non pas en me vantant, tu vois, mais pour que tu comprennes. La chèvre, 7 millions. Les compères, 5 millions. Les fugitifs, 5 millions. Le dîner de con, 10 millions. Le placard, 4 millions. Tu te dis, mais où je vais là? C'est pour ça que je suis parti en Amérique. Quand le petit Katzenberg, le patron de la production Disney, s'est approché de moi et m'a dit on a envie de vous avoir chez nous, je me suis dit, je n'irai jamais plus haut que les fugitifs, tu vois. Et je suis parti là-bas. Mais c'est incroyable. Parce que, est-ce que, justement, quand tu as écrit Le Dîner de con, qui est ton plus gros succès, est-ce que, justement, tu es motivé? Il me semble qu'il y a eu un film avant dont tu étais déçu, non? Juste avant Le Dîner de con? Peut-être Le Jaguar, oui. Mais non, j'ai l'impression que tu avais fait un film en Amérique qui était le film avec Matthew Broderick. Ah oui, bien sûr, c'était un bide atroce. Voilà, qui était un bide. Voilà, je crois que c'était ça. Et est-ce que c'était pas ça, justement, qui t'a donné la niaque de te dire, je reviens avec un truc où je vais démolir tout le monde? Si, mais attention, après Le Dîner de con, Le Placard, c'était très compliqué de faire 5 millions d'entrées, tu vois ce que je veux dire? Parce que le Dîner de con correspond à Alibi.com 2, parce que ce que tu fais en faisant 4 millions d'eux maintenant, c'est faire 10 millions à mon époque. Mais si, pourquoi? Regarde, la grosse comédie, à part la tienne, c'était Maison de retraite à 2 millions. On était très contents. Tu fais le double. Il n'y a pas beaucoup de comédies qui ont fait... Ou alors, un film qui est un petit peu déficitaire, paraît-il, ou en tout cas qui est tout juste. Astérix, mais ça s'adresse aux enfants. Ton film ne s'adresse pas particulièrement aux enfants, tu vois, parce qu'il faut comprendre toutes les mécaniques adultes qu'il y a dedans. Cela dit, ce que je dis est idiot, parce que moi, faire un film pour les enfants, et c'était le cas avec un contrôle fiscal et un adultère, et les enfants se répétaient dans les cours d'école, « Ah, j'ai fait la boulette ». Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Donc, c'est pas vrai, il n'y a pas des films pour adultes et des films pour enfants. Hein. Et tu regardes beaucoup les comédies qui se font? Non, parce que je suis déçu. Je suis déçu parce que, je te dis, ça démarre quelquefois fort, et puis ensuite, ça descend. Ce qui n'est pas ton cas. Tu te bats, et c'est pour ça que je vois ce beau regard halluciné à la Van Gogh, j'imagine que tu n'as qu'une oreille derrière ton casque. Là, tu l'as coupé, l'autre. Mais je comprends les angoisses de mes confrères quand ils sont... Le dîner de confrères, c'est ça? Ah, bon, non, mais c'est ça, c'est même en vacances, c'est quand je pars avec mes amis, avec ma fiancée qui arrête pas de me dire décroche, arrête, parce que c'est quelque chose qui me t'habite, qui te torture. C'est ça, j'arrête pas, je réfléchis tout le temps. Faut des idées parce que pour cette hantise de la fraîcheur qui laisse place qu'à la technique. Je me dis non, faut. Et en plus, c'est un tel bonheur ce qu'on vit d'entendre des gens rire dans une salle. On a envie de prolonger ce bonheur, ce moment. Pour abonder dans ton cas, quand tu fais un bide, quand tu es dans ce tracé de succès, tu es détruit. Moi, mon deuxième film américain était un bide. J'étais en dépression pendant 1 mois, tu vois. Ah, mais ça m'étonne pas du tout, parce que moi, donc, j'ai réalisé 6 films jusqu'à maintenant, et celui qui a le moins marché a fait 1,7 million. Et je ne l'ai pas bien vécu. Alors que tout le monde me disait, Philippe, je dis oui, mais c'est moins que les autres. Mais en fait, on relativise pas, c'est bizarre. Donc, je sais que si un jour, ça m'arrivera, parce que personne ne fait des carrières qu'avec des succès, le jour où ça m'arrivera, je sais quoi, je risque de mal le vivre, c'est sûr. On le vit mal, hein, vraiment. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des joyaux de la filmo de Francis. Philippe, merci infiniment.
te voilà kinopodé. N'aie pas peur, c'est pas un gros mot. Et tu seras réinvité très vite. Pas à un dîner, rassure-toi. Mais surtout au boulot, les gars, pour nous faire un film ensemble, Francis et toi. Non, moi je préfère qu'on fasse un film de lui et qu'on en parle. Ah bah oui. Parce que c'est intéressant. Moi j'aurais volontiers parler d'un Non, de mais ses je voudrais films. que vous travailliez ensemble, c'est ça dont je Ça, parlais. non, je veux dire, j'y crois pas du tout. Pour une raison très simple, c'est qu'il a 3 complices et que très visiblement c'est un dominant. Parce que tu peux pas être metteur en scène, auteur et acteur sans être un dominant, tu vois. Donc, on aurait peut-être du mal tous les deux. Parce que lui m'entraînerait tout à coup. Je dirais, non, je peux pas lancer un chien dans un jeu de bowling. Moi. C'est moi qui dirais, Francis, les poils pubiens, on peut pas. C'est trop. Tu vas le calmer là-dessus. C'est drôle. L'inverse. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast de cons. Et je me rends compte qu'il y a eu un problème technique et qu'on n'a rien enregistré de ce que vous avez dit. Oh, mais quel con ce podcasteur, quel con. Attendez, on va refaire l'émission. Je la rappelle.